Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Retour d'expérience et conseils pour une candidature aux appels à projets Horizon Europe réussi. Échange avec 3 entreprises à succès. Donc, je m'appelle Enrico Mazzon, je suis membre du PCN Climat Énergie et j'animerai aujourd'hui ce webinaire avec mon collègue Benjamin Muniger qui coordonne le réseau PCN Climat Énergie. Donc, ce webinaire est organisé par le PCN Horizon Europe Climat Énergie et il veut créer un moment d'échange entre 3 établissements français qui vantent des performances brillantes sous appel à projet Horizon 2020, Horizon Europe. Il s'agit d'un grand groupe, EDF, et de 2 PME, Artelis et Enertime, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Le but du webinaire est assez simple, démystifier les difficultés rencontrées par les entreprises, notamment celles qui s'approchent au programme cadre pour la première fois, ainsi que de prodiguer des conseils pour mieux maîtriser ces obstacles qui sont de diverses natures. Ils peuvent aller de l'identification des partenaires fiables à la protection de la propriété intellectuelle, en passant par la gestion du temps et des ressources humaines à dédier au montage, jusqu'à la barrière linguistique. À la fin de ce webinaire, nous espérons que vous repartirez avec une série d'informations qui vous aideront à préparer une candidature au programme cadre réussie et compétitive. Pour cela, à la fin de chaque témoignage, le public pourra bénéficier d'un échange avec les intervenants. Vous pourrez ainsi faire remonter vos questions via l'outil Slido en scannant le code QR que nous allons vous montrer dans quelques instants. Ou pour les biais du lien que vous allez bientôt recevoir sur le chat. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières à poser grâce à Slido, vous pourrez quand même exprimer vos préférences parmi les questions posées par le public. Avant de passer au premier intervenant, je voudrais lancer un sondage pour mieux comprendre la composition du public aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon collègue Benjamin de lancer le sondage Slido. Donc, voilà. Benjamin vient de vous envoyer le lien pour accéder à l'outil Slido. Donc, voilà, une seconde. La première question est ouverte, de toute façon. Est ouverte, d'accord, parce que je ne vois pas mon écran. Donc, est-ce que tu pourrais lire la question, s'il te plaît, Benjamin, parce que je ne vois pas dans mon écran. Donc, la première question porte sur le type, la typologie d'identité que vous représentez. Et donc, avec des choix multiples que vous pouvez choisir, et ça fera un ranking. Je continue à ne pas voir les résultats, Benjamin. Donc, Tu as voté? Non. Non, bah, il faut que tu votes, je pense, pour d'accord. avoir les résultats. Je peux commenter en direct, mais pour l'instant, en fait, je pense qu'il fallait laisser un peu de temps à chacun de se connecter. Donc, on a pour l'instant trois réponses. Tu peux peut-être montrer la slide où il y a le QR code pour que chacun puisse le scanner? Je l'ai pas. Tu l'as pas mise? D'accord. Je vais remettre peut-être le lien alors pour les derniers, ceux qui sont connectés au dernier moment. Ah, ça n'a pas l'air de trop marcher. Sinon, vous pouvez également vous connecter donc sur la plateforme Slido et le code pour se connecter, je vais vous le mettre. C'est 14 37 32. Ah, ok. Sinon, c'est un problème aussi de mise en forme de la question, apparemment, où il faut qu'ils choisissent toutes les réponses. Bon, en tout cas, d'après les réponses qu'on a pour le moment, c'est beaucoup de structures d'accompagnement. Oui. Et plusieurs grandes entreprises, viennent ensuite les PME, start-up, ETI et à la fin autres.
D'accord. OK. Voilà. On arrête le sondage, donc on passe à la deuxième question. S'il te plaît, Benjamin. C'est bon, je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert, OK. Et c'est avez-vous déjà monté et déposé un projet H2020 et Horizon Europe? Donc en grande majorité, avec 53 réponses pour le moment, 66% de personnes qui ont monté un projet H2020 Horizon Europe. D'accord. OK. Très bien. OK. Ça, c'était la dernière question. Donc, très bien. Ça nous permet de comprendre un peu mieux la configuration du public. Donc, la plupart parmi vous ont déjà une expérience avec le programme 4, ça c'est qui est positif. Alors, avant de passer, je ne sais pas si François Xavier est là parmi nous. François Xavier, ok, donc, il n'est pas là. Donc, on peut passer quand même au deuxième intervenant. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Laurent Cornadja de l'entreprise Artelis. Laurent, je Oui. vais passer. Excuse-moi, j'ai pris le contrôle, du coup je vais Tu as pris directement. le contrôle déjà? D'accord, ok. Hop, parfait. Ah, tu as mis la photo de Voilà. mon collègue Gaspard. Bon, Ah, pardon, je me suis trompé. pas de problème. Donc bonjour à toutes et à tous, Laurent Cornadja, chef de projet à Artelis. Je vais vous présenter rapidement euh, un peu la compagnie, disons nos projets réussis côté Horizon Europe et H2020 et quelques conseils bon, qui vaudront ce qu'ils valent, mais on a essayé de résumer un peu ce qui faisait notre succès à Artelis et quelques conseils pour vous aider pour vos soumissions. Euh, donc, retour d'expérience. Euh, voilà, donc en trois parties, une petite présentation, ensuite une présentation de nos activités de R&D qui sont assez spécifiques quand même. On a une PME, donc on n'est pas sur tous les secteurs, et quelques conseils pour la remise de projets européens. Alors, donc Artelis, c'est une société indépendante d'édition de logiciels et de conseils spécialisée dans l'aide à la décision, la modélisation et l'optimisation. Ça a été fondé en 2000 par notre président actuel Arnaud Renaud, qui est un ancien de la R&D d'EDF. On a actuellement plus de 300 clients dans 40 pays et environ une centaine maintenant de collaborateurs, principalement à Paris, mais aussi à Nantes, Lyon et à l'international, quelques bureaux à Bruxelles, Montréal, Los Angeles et Chicago. On est actif dans beaucoup de domaines, le principal étant l'énergie, mais on fait aussi des activités dans la planification de ressources, la logistique, le transport et la mobilité. Notre activité se découpe en trois parties. On développe et on fournit des outils de calcul mathématique, donc souvent des solvers d'optimisation, qui sont intégrés dans des suites logicielles qu'on développe, la suite Artelis Crystal. Et on utilise ces logiciels pour faire des missions de conseil pour la Commission européenne, par exemple, l'ADEME, etc. Donc là, le grand produit phare d'Artelis, au-delà des missions de conseil, c'est vraiment la suite Crystal, qui a une déclinaison qui est la plus importante, la suite Crystal Énergie. C'est une suite qui est dédiée à l'optimisation des systèmes énergétiques que, justement, on a développé à travers de nombreux projets de R&D. Donc, c'est un logiciel, un ensemble de logiciels qu'on a construit au travers des différents appels à projets qu'on a gagnés, que ce soit en Europe ou en France, avec des projets d'investissement d'avenir de l'ADEME, par exemple. Et l'avantage, c'est qu'à Artelis, comme on est une entreprise privée, on a une interface entre les gens qui utilisent le logiciel, qui sont les consultants, et les gens qui développent le logiciel et qui font la R&D, ce qui permet d'avoir des logiciels qui sont assez adaptés aux attentes de nos clients. Donc la brique Artelis Crystal Energy se divise en 5 logiciels pour modéliser les villes, pour modéliser les réseaux européens, pour modéliser les centrales électriques avec Energy Planner, pour faire de la prévision de demande avec Forecast, et pour modéliser les réseaux de distribution avec NextGrid. Sur nos activités de R&D, donc environ 30% de notre activité
Donc à peu près le temps total des employés d'Artelis est dédié à la R&D. Le focus, c'est quand même le développement de la suite Artelis Crystal. Et on a aussi de la R&D sur l'optimisation numérique. Donc on édite le logiciel Nitro, qui est un logiciel d'optimisation non linéaire, et un peu l'intelligence artificielle, bon, qui est toujours à la mode. Donc notre activité de R&D sert principalement au développement de logiciels. En ce moment, on a 5 projets H2020 et 2 projets de R&D français en cours. Vous avez une petite chronologie, bon, je ne vais pas tous les lister, mais on voit que ces dernières années, on a plutôt tendance à augmenter notre participation dans les H2020. Les 2 grands avantages des projets européens qu'on voit par rapport à d'autres projets de R&D auxquels on a pu postuler, c'est le taux de financement qui est souvent très avantageux, avec des taux de subvention qui sont quand même assez élevés. Donc ça, évidemment, ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour la R&D. Et le second avantage, c'est aussi de tisser un grand réseau de partenaires à travers l'Europe, puisque, bon, vous le savez, pour la plupart, les projets H2020, ça se fait en consortium, souvent des gros consortiums avec minimum 10 partenaires. Donc forcément, et il faut réunir un maximum d'États membres ou d'États tiers, je ne sais plus comment on dit. Et donc ça nous permet de trouver des partenaires pour la R&D, mais aussi pour les activités de conseil. En face de nous, il y a des chercheurs, mais il y a aussi quelques entreprises comme nous qui sont spécialisées dans le conseil, voilà, et qui peuvent par ailleurs être intéressées par nos solutions. Donc bon, tout le monde est gagnant à constituer des consortiums et à se faire connaître les uns des autres. Quelques références pour vous montrer un peu à quoi ressemble la participation d'Artelis. Un premier projet qui est en cours, c'est Reward It, qui vise en fait à faire. Alors le projet en général vise à promouvoir les réseaux de chaleur nouvelle génération, avec basse température en particulier, éventuellement aussi les réseaux de froid. Et ce projet de recherche, bon, évidemment, est assez gros et vise, couple des solutions logicielles, des études, des démonstrateurs, etc. Artelis, dans tout ça, on fournit une solution web basée sur Artelis Crystal qui va optimiser la gestion du réseau de chaleur, donc qui va le modéliser et qui va permettre d'optimiser les flux, l'activation des solutions de chauffage ou de froid en fonction de la demande, etc. Donc, on va modéliser à la fois la demande, la production, etc. Et la solution fournit une visualisation, une visualisation, excusez-moi, cartographique du réseau. On peut cliquer sur des endroits pour voir les postes de consommation, de production, etc. Un deuxième projet, Insulae, qui vise à promouvoir les énergies renouvelables dans les îles de l'Union européenne. Et donc, de manière générale, le projet vise à développer les énergies renouvelables, à voir comment ces îles peuvent atteindre une autonomie énergétique ou au moins à maximiser le pourcentage de NR dans leur mix énergétique. Et donc ici, Artelis développe, c'est encore un logiciel, c'est notre spécialité quand même, un logiciel qui permet d'optimiser le mix énergétique. Donc c'est encore une solution web, et cette fois, on va modéliser les actifs de production et de consommation à l'échelle de l'île. On peut modéliser le réseau interne électrique de l'île aussi, ou voir chaleur si l'île est assez petite. Et le logiciel permet d'optimiser les investissements. Donc, on va modéliser l'île à 2025, 2030, 2040, etc. On va mettre des coûts d'investissement et on a un logiciel qui tourne, une routine d'optimisation qui dit, bon, pour atteindre tels objectifs, au coût minimal, mieux vaut mettre tant d'éolien, tant de solaire, tant de batterie, tant de réseau, etc. Et après, on peut faire des scénarios. Voilà. Donc, Artelis fait à la fois le développement du logiciel et certaines études sur des îles bien particulières d'Europe qu'on va modéliser et scénariser. Donc, les points de succès, alors, on a un bon taux de réussite, environ supérieur à 50% à peu près. Bon, alors, il y a pas mal de chance, hein, on ne va pas se mentir, c'est quand même toujours un peu hasardeux, on voit que les taux sont quand même assez faibles, mais nous, on pense que notre plus-value, ce taux de succès est dû à plusieurs facteurs. Donc, la première, c'est la forte valeur ajoutée
de notre prestation de développement pour des solutions d'aide à la décision de qualité industrielle, qui est souvent complémentaire des atouts des partenaires plus académiques. C'est-à-dire, pour nous, on est une entreprise privée, on a l'habitude de développer des logiciels, on ne le fait pas pour un but purement académique, on ne produit pas de papier, par exemple, on ne publie pas, mais par contre, on fait des logiciels industriels. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est bien perçu, d'avoir une application un peu concrète, enfin, tant qu'un logiciel puisse être concret, mais en tout cas d'avoir une application un peu industrielle, côté logiciel, pour des projets H2020. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même une bonne expertise via nos missions de conseil et via nos profils. On a principalement des mathématiciens, des développeurs, beaucoup d'ingénieurs sur les méthodes quantitatives et les outils associés. Donc, ça nous permet souvent de nous placer à l'interface de tous les acteurs des projets de recherche, puisqu'a priori, on a des bonnes connaissances en traitement des données, etc. Et ça nous permet de faire des logiciels qui vont intégrer un peu tous les modèles des différents partenaires. Le troisième point, c'est le fait que, je l'ai un peu évoqué, on fait beaucoup de conseils en énergie, on le fait pour la Commission européenne, pour l'ADEME, pour les collectivités locales, pour des groupes privés aussi. Et donc, on a une bonne idée de ce que veulent les acteurs du terrain, disons, enfin, qui sont plus applicatifs que de la R&D, sur leur logiciel en énergie et quels devraient être les débouchés des logiciels qu'on produit. Et donc, ça fait que, disons, qu'on a un pied dans l'industrie logicielle et ça nous permet de dégager des impacts assez forts sur nos solutions, puisque forcément, quand on développe un logiciel, on essaye de rapprocher leur utilisation de projets un peu concrets qu'on a déjà pu faire par ailleurs avec des clients. Et donc, enfin, bon, maintenant, ça fait 20 ans qu'on existe. On a une centaine, pas si nombreux que ça, mais on a quand même beaucoup de projets de R&D à notre actif. Et donc, on a constitué un réseau de partenaires européens, soit des entreprises spécialisées ou non, qui est assez important. Donc, on a des partenaires à qui on fait appel régulièrement et qui peuvent nous embarquer dans des consortiums. Donc, forcément, ça facilite, quand on connaît les gens, ça facilite beaucoup le montage de projet. Alors, je vois qu'il me reste pas de temps, mais je vais rapidement aller sur les conseils pendant 1 minute encore. Donc, les conseils qu'on vous suggère, alors, bon, c'est des choses qui vont vous sembler, je pense, assez évidentes, mais ça nous a paru bon de le rappeler. On n'a pas de recette miracle, évidemment. Le premier conseil, c'est que monter des calls R&D, c'est chronophage. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas en y passant une demi-journée qu'on va participer à un call R&D. Donc, nous, en interne, on a une équipe R&D qui est dédiée à la rédaction des calls et à leur détection, etc. Alors, pas forcément des temps énormes, c'est, je dirais, 2-3 personnes à mi-temps, quelque chose comme ça, quand même. Mais voilà, il faut constituer une équipe aux responsabilités claires, qui identifie, qui parle aux partenaires, etc. Et ne pas penser qu'on peut le faire sur le temps de midi. Alors, grâce au PCN, qu'on salue, on a les calls en avance, on a aussi des échanges sur la nature des calls, donc c'est bien d'identifier en avance les calls qui se mettent le plus en face de ce qu'on fait. Donc nous, c'est ce qu'on fait, quand on a les calls, on les trie et on identifie ceux qui nous intéressent le plus en avance pour pouvoir contacter rapidement nos partenaires, etc. Le réseau, important. Essayez d'identifier des acteurs avec qui vous vous entendez bien et qui sont souvent porteurs de succès sur les projets européens. Bon, je ne vais pas en citer, mais il y a quelques acteurs qui quand même se dégagent, qui sont spécialisés dans le montage de projets. C'est toujours bien de les avoir en coordinateur, puisque eux, ils ont vraiment l'expérience de ça. Et donc, c'est toujours un atout d'avoir un coordinateur expérimenté. Il y a aussi une base de données qui permet d'identifier les projets et d'éventuels partenaires. Ensuite, monter un consortium, c'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est surtout très long, c'est beaucoup de palabres. Donc, n'essayez pas de monter un consortium à vous seul si vous n'êtes pas confiant dans le lead d'un call. Nous, on voit des calls qui sont vraiment centrés sur notre activité, mais on ne va quand même pas tenter de monter un call parce que c'est quand même une activité spécialisée. Et donc, on conseille de plutôt trouver des partenaires qui sont spécialisés dans la coordination de consortium.
Donc, dans la rédaction, trouvez là où vous avez une vraie valeur ajoutée. N'essayez pas forcément d'inventer des qualités que vous n'avez pas. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment l'édition logicielle, la modélisation des systèmes énergétiques. Donc, c'est là-dessus qu'on insiste à chacun de nos calls. Et la partie d'Artelis, dans la rédaction des calls, c'est vraiment, voilà, on insiste là-dessus. On n'essaye pas de s'étendre, parce que ça se voit généralement. Donc, et aussi, on oriente nos work packages vers notre expertise. Donc, quand on nous contacte, des fois, les gens ont des idées en tête, nous, on redirige souvent vers l'édition logicielle, etc., puisque c'est là qu'on sait qu'on est bon. Oui, sur les parties d'excellence et d'impact dans le montage des calls, assurez-vous qu'il y ait plusieurs personnes qui relisent. C'est des parties qui sont un peu qualitatives, donc c'est pas facile à écrire. Voilà, c'est pas des choses très pratiques, c'est souvent un peu flou, mais c'est des parties qui sont relues de manière attentionnée. Et la partie impact est quand même très importante. Voilà, il faut pas que le projet de recherche, que le relecteur ait l'impression que le projet de recherche sera perdu dans les limbes une fois qu'il sera fini. Donc, on vous conseille de soigner la partie impact. Et nous, encore une fois, ce qu'on soigne, c'est qu'on dit on fera un logiciel qu'on réutilisera. Alors, le fait que ça soit intégré dans notre suite Crystal, ça légitime le fait qu'a priori, on le réutilisera puisque c'est une suite qu'on maintient de toute façon. Voilà, donc j'ai fini la présentation. J'ai un peu dépassé, mais je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage qui était très, très intéressant avec des conseils très pratiques pour notre public. Je ne sais pas s'il y a des questions du public, sinon moi j'en avais. Il y en a deux dans le Slido, Enrico. OK. Donc la première, c'est je pense qu'une question que beaucoup se posent, c'est donc quels sont vos conseils pour une PME, je suppose, qui n'a pas forcément participé à encore beaucoup de projets, pour se faire connaître et ensuite intégrer des consortia en cours de formation? Je pense qu'il faut vraiment lister les calls, trouver peut-être le call qui correspond le plus à votre expertise. Et ensuite, il faut essayer de contacter des coordinateurs. Donc, les grands coordinateurs, pour ça, il faut regarder qui a gagné les précédents calls, si possible des calls qui ressemblent aux calls que vous voulez soumettre. Et là, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails sur LinkedIn. Voilà. Mais l'important, c'est de trouver un coordinateur, je dirais, parce que quand on trouve un partenaire qui a le même niveau d'expertise que nous, mais qui ne va pas forcément coordonner, c'est compliqué de se dire, allez, on est deux, maintenant on va faire un troisième, un quatrième, et puis on va faire un consortium. Ça peut être très, très long, très compliqué. Donc, mieux vaut essayer de cibler directement les entreprises qui coordonnent, pour ça, regarder qui gagne les précédents calls, et voilà, proposer votre expertise à un coordinateur, et bah, voilà, si ça se fait, après, rédigez bien, et puis croisez les deux. Si je peux ajouter un élément à Laurent, aussi je dirais de se focaliser sur la valeur ajoutée que l'entreprise peut apporter au consortium. Donc, quand vous allez rédiger le contenu technique de votre offre, voilà, mettre l'accent, mettre en avant la valeur ajoutée de votre entreprise, comme on l'a dit d'ailleurs Laurent, sur la valeur ajoutée apportée par votre entreprise à l'appel à projet et au consortium. Et naturellement aussi, je voudrais rappeler que les PSN sont là pour vous aider à identifier les partenaires plus intéressants pour vous et aussi, comme le disait Laurent, pour décrypter les appels à projets. Donc, pour vous diriger vers les appels à projets où vous pourrez éventuellement avoir une valeur ajoutée. Je passe à la deuxième question qu'on avait sur Slido. Selon votre expérience, Laurent, les coordinateurs de consortium sont plutôt des entreprises qui sont expérimentées dans les projets Horizon Europe et Horizon 2020, ou plutôt des cabinets de conseil où ça va vraiment varier d'un consortium à l'autre? Alors, de ce que j'ai vu, bon, je n'ai pas non plus une expérience de 20 ans, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même des entreprises spécialisées. Alors, moi, en pratique, j'en ai vu deux types. Soit des petites entreprises, mais qui sont vraiment spécialisées que là-dedans. Donc, des cabinets de 20 personnes, par exemple, mais qui ne font que de la coordination de H2020. Soit des grands groupes qui, eux, ont une division R&D, on va dire, avec des gens qui sont, pareil, spécialisés dans la coordination, qui ont un portefeuille de contacts énorme. Voilà, je pense que ça répond à la question. Merci, Laurent. Je vois, Benjamin, qu'on a une question aussi dans les chats.
Donc, on nous demande, existe-t-il une plateforme qui recense les consortiums informations? Non, cette typologie de plateforme n'existe pas. Cependant, comme le suggère ma collègue Carole Miranda, il y a la possibilité de participer aux événements de réseautage, qui sont des événements effectivement qui fonctionnent assez bien pour repérer les potentiels partenaires de projet ou aussi les coordinateurs. Donc, la Commission européenne, mais aussi le PCN, en organise assez régulièrement sur les différents appels à projets. Donc, voilà, un conseil, c'est de participer à cette typologie d'événements. Et après, naturellement, aussi, sur le portail du participant, vous avez la possibilité de voir pour chaque appel à projet quels sont les acteurs qui se positionnent sur cet appel à projet-là, donc qui ont quand même disons, manifesté ce projet-là. Naturellement, c'est pas, disons, des informations exhaustives, mais ça donne quand même des pistes. Alors, si je peux compléter, il y a aussi la base de données Cordis qui fournit quelques informations. Vous tapez Cordis sur Google, CORDIS, qui fournit quelques informations sur les attributions de projets, il me semble. Oui. Sinon, il y a aussi des outils payants qui ont été créés pour vraiment identifier donc des plateformes qui peuvent vous aider à identifier les partenaires potentiels, mais c'est voilà, des outils payants. Enrico, pour ne pas prendre trop de retard sur le Oui, programme, je te propose qu'on donne peut-être la parole à François-Xavier. tout à fait, d'accord. Oui, François-Xavier, bienvenue parmi nous. Bonjour. Je vais prendre, non, je vais prendre le contrôle déjà. Voilà. Je pense que tu as ma présentation. Oui, oui. Tu veux que je passe tes slides? D'accord, volontiers. Ok, je vais. Alors. Seconde. Alors. Alors, j'en profite pardon, pour vous dire que ce matin, donc je télétravaille, que mon fils est malade et donc il est sur mes genoux. Et donc il est possible que vous l'entendiez. Pas les soucis, François-Xavier. Pour vous montrer, là, voilà. François-Xavier? Oui, Voilà. Je te donne la parole. d'accord, parfait. Merci beaucoup, Enrico. Avec plaisir. Moi, je suis le représentant, je suis François-Xavier Testarvaillant, comme c'est écrit sur cette planche, avec une photo qui me rajeunit. Et je suis donc le représentant à Bruxelles des centres de recherche du groupe EDF, et ça depuis une petite dizaine d'années. Et à ce titre, je suis, avec la petite équipe que j'ai autour de moi, chargé d'aider les chefs de projet des centres de recherche d'EDF à monter des projets, notamment des projets européens, que ce soit disons, du programme cadre stricto sensu ou plus largement, disons, d'autres programmes comme Euratom notamment. Voilà. Voilà. Donc, ce dont je vais parler ce matin, c'est essentiellement d'Horizon Europe, même si je pense que ce que je vais dire s'applique également aux appels Euratom pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, ce matin, à la demande d'Enrico, j'ai choisi de vous faire part de 8 règles que je considère comme de bon sens après, encore une fois, une dizaine d'années de pratique. Et je me souviens disons, de mes difficultés quand je suis arrivé, il y a maintenant presque 10 ans, quand j'ai essayé de comprendre ce qu'était le programme cadre, comment ça marchait au-delà de ce qui était écrit. Et donc, je vais essayer de faire disons, un résumé synthétique de ce que j'ai appris, sous forme de règles. Voilà. La planche suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà.
Le premier point, c'est un conseil qu'on donne souvent aux candidats au bac, notamment au bac français et philo. On leur dit il faut lire l'énoncé. Ben là, c'est à peu près la même chose. Ça paraît complètement bête, mais quand on lit un appel à projet, d'autant que c'est un texte qui est en général assez court, hein, ça fait entre une demi-page et une page en général, on a l'interprétation qu'on en fait est souvent en phase avec le désir de projet que l'on a. Et ça, c'est une tendance à laquelle il faut vraiment absolument résister. La lecture qu'on doit faire des appels à projets, pour ne pas être déçu, hein, quand je dis doit, c'est pour ne pas être déçu, cette lecture, elle doit être aussi littérale que possible, aussi près du texte que possible. Et donc, il ne faut pas chercher, ou il faut chercher le moins possible à comprendre comment faire rentrer son projet dans l'appel à projet, mais il faut plutôt essayer de comprendre ce que veut dire la commission. Et donc, pour ça, vraiment, la lecture mot à mot est impérative. Il faut lire mot à mot. Oui. J'ai donné quelques exemples au-dessus qui donnent une idée, qui donnent vous donneront, j'espère, le sentiment qu'il faut lire les choses, le texte mot à mot. Quand on dit beneficiaries are encouraged, ça ne veut pas dire doivent. Ça veut dire qu'on considère que ce sera un plus de faire ce qui est demandé de faire. Voilà. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens qui n'ont pas une habitude extensive de la lecture des appels à projets, même si le texte, encore une fois, paraît simple et lisible, hein, c'est de demander à un collègue qui a l'habitude de lire des appels à projets de faire cet exercice avec vous. Et donc le lire ensemble et confronter les interprétations. Voilà. Et si vous n'avez pas à proximité un collègue ou quelqu'un qui connaît bien le programme cadre, moi je vous conseille de vous retourner vers les points de contact nationaux, les PCN, qui sont précisément les organisateurs de cette matinée aujourd'hui, et de leur poser la question de ce qu'il faut comprendre de cet appel à projet. Et par ailleurs, les PCN et ou la Commission organisent régulièrement des demi-journées, voire des journées d'explication interprétative des appels à projets quand ils sont publiés par la Commission européenne. Voilà, merci. Donc le deuxième point, donc il faut écrire une note de cadrage et non pas une note de cadrage. À partir de cette lecture, il faut en fait en faire ce qu'on appelle au bac un résumé, hein, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on a compris de cet appel à projet. Il faut le réinterpréter. Cette note, elle peut faire entre une page et quelques pages, et elle est vraiment destinée à se convaincre, puis à convaincre les autres, on le verra, qu'on a bien compris ce qu'était l'intention de la commission. Dans ce document, il doit y avoir très peu le sens du projet qu'on a envie de faire en réponse à cet appel à projet. Il s'agit vraiment de relire, hein, de reformuler l'appel à projet. Et puis, quand on a fait cet exercice correctement et scrupuleusement, on peut intégrer un premier lotissement. Et c'est seulement sur la base de ce document qui inclut un premier lotissement qu'on peut commencer à contacter les premiers partenaires. Voilà, la planche suivante, s'il te plaît. Merci. L'idée étant que avant de commencer à contacter les copains, les connaissances, les clients, les fournisseurs pour regarder si cet appel à projet présente un intérêt pour eux, il est vraiment impératif de se faire une idée à partir de cette note de cadrage de ce que pourrait être le noyau d'un consortium, le noyau idéal
d'un consortium répondant à cet appel à projet. Pas votre noyau idéal, le noyau idéal, le noyau de consortium idéal vu de la Commission européenne. Donc là, il faut immédiatement se mettre dans une posture un peu atypique qui est celle de l'évaluateur du dossier que vous allez envoyer à la Commission européenne en réponse à cet appel à projet. Donc, dès le départ du processus, il est vraiment très utile de se mettre, d'avoir un regard en fait un peu surplombant pour regarder ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut constituer un noyau de consortium. Et moi, la méthode que je privilégie et que je trouve la plus simple et la plus rationnelle par ailleurs, c'est à partir du lotissement qui existe dans la note de cadrage, se dire, voilà, pour le lot numéro 1, c'est management, donc ça, en tant que coordinateur, je vais l'assumer, ou si je ne suis pas coordinateur, je la passerai au coordinateur. Mais pour les lots 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, qui je verrai. Alors quand je dis qui, ça peut ne pas être nominatif, ça peut être quel genre d'acteur. Est-ce que je verrai plutôt un opérateur de réseau? Est-ce que je verrai plutôt un fournisseur de services informatiques? Est-ce que je verrai plutôt telle ou telle forme d'académique? Voilà. Qui je verrai pour chacun, pour, disons, prendre la responsabilité de chacun des lots, des work packages. Quand j'ai une idée assez précise de ça, eh bien je peux commencer à prendre les premiers contacts, que ce soit pour chercher un coordinateur, donc pour rentrer dans un consortium, ou que ce soit pour monter mon consortium, sachant que je serai coordinateur. Et là, je rejoins tout ce qui a été dit par l'intervenant précédent sur la manière la meilleure manière de rechercher des partenaires. On a parlé des infodays, des brokerage events, on a parlé également de la base Cordis. Moi, très sincèrement, il y a un outil qui est un outil commercial, mais qui est vraiment pas très cher, et que j'utilise comme interface devant la base Cordis, et que je trouve extrêmement utile, et qui s'appelle Kaila. Donc, c'est un site web qui a été monté par une boîte de consultants espagnols bien connus. Donc, le site web, c'est Kaila, Kaila.eu. Moi, j'utilise énormément cet outil-là parce que je trouve que, au-delà des interfaces qui sont fournies par la Commission, il offre une vision synthétique, intégrée, très facile à utiliser disons, de la base Cordis. Et ça me permet notamment de commencer à identifier les partenaires potentiels sur la base de ce que je viens de dire. Et la manière dont je procède, bon, où je connais des partenaires à qui j'ai envie de faire appel, mais quand ça n'est pas le cas, je donne un exemple simple. Il y a 18 mois, on a répondu à un appel à projet sur le thème Farm to Fork, donc dans lequel il y avait une composante agricole extrêmement importante. Et comme vous pouvez l'imaginer, EDF n'est pas une entreprise qui a, disons, une incidence, des liens très forts avec le milieu agricole. Donc, la manière dont je procède dans ce cas-là, c'est très simple. Je cherche en fait les appels à projets que je considère comme précurseurs de l'appel à projet qui m'intéresse. Et je regarde, via l'outil dont j'ai parlé, qui fouille dans la base Cordis, je regarde qui sont les consortia qui ont été financés et quels sont les partenaires principaux qui ont été associés à ces consortia. Et sur cette base-là, je prends mes premiers contacts. Voilà. Le transparent suivant, s'il te plaît, Enrico. Voilà. Alors, quand ce premier pas est terminé, et très sincèrement, c'est l'un des plus compliqués, dans la mesure où c'est de ce premier pas, de ce noyau du consortium, que va dépendre en très grande partie la
la composition finale du consortium et donc sa capacité à rédiger et déposer un projet de qualité. Donc, une fois que ça est fini, une fois que j'ai pris contact avec les différents, ce que je considère comme le noyau du consortium, eh bien ça me permet, en tant que coordinateur ou en tant que partenaire, de participer à la finalisation du lotissement et à partir, quand le lotissement est terminé, avec les partenaires qui sont là, on identifie les partenaires complémentaires dont on a besoin, et ça sur une base consensuelle. Voilà. Le transparent suivant, s'il te plaît. Quand notre consortium est à peu près finalisé, et là on est, disons, on est disons, dans le pire des cas, à 2 mois du dépôt, et dans le meilleur des cas, entre 3 et 4 mois de la date de dépôt, eh bien, le coordinateur organise des réunions périodiques de l'ensemble du consortium. Et ça, c'est important parce que c'est à ces occasions-là qu'il a la possibilité disons, de créer l'équipe qui devra réaliser le projet si la commission a le bon goût de financer le projet en question. Et donc, c'est vraiment le rôle du coordinateur que de résumer la situation, de synthétiser là où on en est, de dire explicitement quelles sont les prochaines tâches réalisées. C'est lui le chef d'orchestre. Et ça n'empêche pas, d'ailleurs, comme dans les répétitions d'un orchestre symphonique, d'avoir des réunions plus spécifiques autour des différents lots, et chaque responsable de lot, lui, peut organiser parallèlement à cette réunion que moi j'aime bien faire de manière hebdomadaire, des réunions périphériques qui permettent disons, de définir les tâches du lot et de rédiger la partie du dossier qui constitue le lotissement. Voilà, la planche suivante. Alors, cette règle-là, entre guillemets, elle est vraiment le fruit de notre retour d'expérience à EDF, et on essaye, dans la mesure du possible, de s'y tenir. C'est-à-dire, globalement, on arrive à tenir cette règle pour, disons, un dépôt sur 2 ou 2 dépôts sur 3. Et cette règle, elle est assez simple. À 1 mois du dépôt, c'est-à-dire que quand on commence à avoir un dossier qui commence à prendre forme, qui commence à se construire, on a une idée assez précise de ce qu'est l'état de l'art, on a une idée assez précise de ce que sera la méthodologie, au sens que la commission donne à ce mot retenu par le projet, eh bien, on donne le dossier à relire à des personnes qui ont l'expérience de l'évaluation de dossier. Il faut que ce soit des gens qui sont ou ont été évaluateurs ou qui ont été à minima coordinateurs. C'est-à-dire des gens qui savent ce que sont les critères et les canons de beauté de la Commission européenne. Et sur la base de... Et donc, l'objectif, c'est qu'ils rendent non pas une évaluation à la mode de celle qu'on reçoit de la Commission européenne, mais plutôt quelque chose qui dise je vois ici un défaut qu'il faudrait probablement corriger par telle et telle et telle action. Alors que la Commission européenne, elle, se contente, comme vous le savez, de ne pointer que les défauts. Voilà, la planche suivante, s'il te plaît. Cette règle-là, elle peut vous paraître complètement évidente, mais elle est le fruit d'au moins 3 défauts de dépôt dans les 10 ans qui se sont passés depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là. Il est assez fréquent que la Commission européenne groupe les dépôts autour d'une date. Typiquement, on va avoir le 26 avril prochain le dépôt d'un certain nombre
de dossiers correspondant à des appels à projets pour lesquels cette date constitue la date butoir. Et mon conseil absolu, c'est quel que soit l'état de votre dossier, déposez-le la veille, impérativement. Parce qu'il est préférable de déposer un dossier incomplet que de ne rien déposer du tout. Et il faut savoir que si les serveurs sont modérément encombrés, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à déposer votre dossier complet avant 17 heures le jour du dépôt, il est assez rare que la commission, alors il est rare ici, non, il est très rare que la commission donne un délai supplémentaire. Ça arrive, mais c'est très rare. Et il est encore plus rare que la commission admette qu'il y a eu un défaut de son côté. Et pour ça, elle a un critère qui est très simple, qui est, si vous me dites qu'il y a eu un défaut de mon côté, moi, Commission européenne, alors je vais regarder les logs des serveurs, et si je vois qu'il y a eu une erreur sur l'un de mes serveurs, j'accepte d'intégrer votre dossier. Encore une fois, moi, ça m'est arrivé à 3 reprises d'être confronté à ça et de ne pas pouvoir déposer un dossier complet le jour dit à l'heure dite. Et à chaque fois, la commission, le helpdesk informatique de la commission m'a dit « Je suis désolé, monsieur, je ne vois aucune trace sur les logs de nos serveurs de défaut qui ait pu vous empêcher de déposer. » Voilà. Et donc, il faut savoir qu'on peut déposer la veille, l'avant-veille, une semaine avant, on peut déposer le jour même autant de fois qu'on le veut avant d'appuyer sur le bouton de la validation. Mais donc, par, disons, esprit de précaution, il me semble tout à fait préférable de déposer à minima la veille, sans même se dire « Oh, le matin, ça ira bien ». Non, de temps en temps, dès le matin de la date butoir, les serveurs sont extrêmement encombrés. Voilà. Je pense Merci beaucoup François-Xavier pour ces témoignages très enrichissants. Est-ce que tu pourrais rappeler au public aux questions, quel est le taux de réussite moyen d'EDF sur le programme 4 et combien de ressources humaines vous mobilisez sur les appels à projets européens? D'accord. Alors, le taux de succès sur le programme cadre, en incluant Euratom et, chose importante, en excluant les appels du Green Deal, du Pacte vert, qui ont été absolument catastrophiques. Donc, en excluant ça, on est autour de 45-50%. Bon, normalement. D'accord. Et les moyens qu'on y consacre, donc on dépose, je dirais, entre 30 et 60 projets par an. Et on est coordinateur d'une Horizon Europe et Euratom, on doit être coordinateur je dirais, un projet sur 4. Voilà. D'accord, ok. J'avais une autre question, j'en profite un peu. Étant donné que EDF a la capacité de porter des projets en tant que coordinateur, tu disais, François-Xavier, quel est le modus operandi d'EDF pour identifier des partenaires potentiels? Ah, quand on est coordinateur? Exactement, oui. Alors, quand on est coordinateur et qu'on travaille sur un sujet qu'on connaît bien, on fait on lit on lit l'appel à projet, comme je l'ai dit, on réalise une note de cadrage, et puis on va chercher les partenaires que l'on connaît bien et avec lesquels on a déjà travaillé sur des appels à projets précédents. Et quand ça n'est pas le cas, donc, pour vous dire les choses, on travaille, c'est un peu cru de dire ça, mais je pense que c'est quand même le reflet de la réalité. Globalement, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est quand vous regardez les résultats du CNRS, du CEA, de l'Institut Polytechnique de Turin ou de Milan, Polito, Polimi, les Fraunhofer, les NTNU, Syntef, VTT, DTU,
voilà, tout ça sont des acteurs académiques bien connus, je pense, des évaluateurs et de la Commission européenne. Ce sont des entités qui gagnent chaque année, enfin, sur le programme cadre, sur les 7 années du programme cadre, plusieurs centaines de millions d'euros de subventions. Donc, il va de soi qu'on a tendance à se rapprocher de ces gens-là avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui sont des grands professionnels du dépôt de dossiers et de l'exécution de projets européens. D'accord, Et, très bien. Oui, pardon. voilà. Non, et comme je le disais, quand on a besoin de partenaires qu'on n'a pas trouvé dans ce premier grand sac, eh bien, on va dans la base Cordis et on regarde ce qu'on peut y trouver. Et je réponds également, Enrico, à ta question des moyens humains Oui, que nous y mettons. Donc, pour la R&D d'EDF, nous sommes 4 personnes à plein temps, dont une VIE qui se trouve avec moi à Bruxelles. Et autour de nous, on a, disons, je dirais, entre 15 et 20 chefs de projet expérimentés qui connaissent bien les ficelles du montage de projets européens, mais dont le métier n'est pas de rédiger des dossiers, mais plutôt d'exécuter des projets européens. d'accord. OK. Merci beaucoup, Xavier. Nous avons pas mal de questions pour toi. Annabelle Mondo demande comment EDF gère les projets non retenus. Ah, alors, le taux de succès tu me demandais quel est le taux de succès, je t'ai répondu 45%. En fait, ça, c'est le taux de succès au premier dépôt. Parce que quand on a fait l'effort de passer plusieurs mois pour monter un dossier de projet européen et qu'on obtient une note qui est acceptable, hein, c'est-à-dire au-dessus de 12, 12,5, on essaye systématiquement de le recycler. On fait de l'économie circulaire de projet. C'est-à-dire que dès que le projet est refusé, on va chercher dans les appels à projets des 6 prochains mois ou des 12 prochains mois les appels à projets qui pourraient nous permettre de redéposer un dossier, sinon identique, du moins très voisin, avec un consortium peu modifié. Et on prend très vite contact. Quand on a identifié ce type d'appel à projet, on prend contact avec les partenaires du consortium avec lequel malheureusement on a perdu. Et on élimine ceux qui nous semblent devoir être éliminés et on leur propose de commencer immédiatement ou disons, de commencer rapidement le montage d'une réponse à l'appel à projet qui va permettre de récupérer ce projet-là. D'accord. Et le recyclage, ça marche très bien parce qu'on a d'abord un premier feedback de la Commission européenne, donc on sait là où on a été faible, et ça nous permet de modifier les 2-3 partenaires qui n'ont pas eu l'heure d'avoir l'aval de la Commission européenne, ou ceux qui, pendant disons, le processus d'instruction du projet, n'ont pas été aussi réactifs qu'on aurait pu l'espérer. D'accord, parfait. Et il y a une autre question pour toi. Enrico, Oui, juste te coupe 30 secondes, excuse-moi. Je oui. me demande si au vu de l'heure, on va peut-être pas prendre les questions et les mettre de côté, on y reviendra plus tard, et peut-être D'accord, donner la ok. parole quand même au dernier Vas-y. intervenant pour être sûr de respecter les créneaux. D'accord, parfait. OK, merci beaucoup François-Xavier pour ton témoignage. Et donc, on passe la parole maintenant au troisième et dernier intervenant. Il s'agit de Monsieur Charles Huguet. Je retrouve la présentation. Voilà. Enertime. Non, pas ça. Voilà. Monsieur Huguet, Ouais, vous êtes toujours là, présent. parfait. Ok, donc je vais prendre le contrôle et on va voir Oui, si ça marche. c'est ça. Ok. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Charles Huguet, responsable des développements stratégiques chez Enertime et directeur de notre filiale énergie circulaire. Je voulais simplement revenir
en un mot sur la présentation de M. Testarvaillant, j'aurais beaucoup aimé avoir ce type de présentation avant de me lancer dans l'aventure de déposer des réponses à des calls de la Commission européenne parce que je trouve que c'était hyper bien senti sur la partie efficacité pour le dépôt et pour l'acceptabilité de la proposition. Moi, je n'ai pas une telle expérience et du coup, je vais essayer moi, je vais vous présenter notre stratégie pour arriver à remporter des calls. En toute humilité, parce que on est à contrario d'EDF, une PME qui fait des technologies de niche, et donc c'est un peu plus vague, on va dire. Effectivement, j'aurais pu passer la première slide. Voilà, donc très rapidement, alors ça n'a pas l'air de passer. Vous en êtes à la slide 2 là? Ah si, ok, bon, très bien. Oui. Donc Yenertime, comme je vous disais, on est une PME d'une quarantaine de personnes située à Courbevoie, en région parisienne. On a 15 ans, à peu près, enfin on a 15 ans cette année. Et on est listé sur le Paris Stock Exchange de Alternex Growth depuis 2016. Ce qui est sûr, c'est que en termes de R&D, on a, comme Artelis, été pas mal financé par l'ADEME et par des programmes nationaux, mais effectivement, l'intérêt de ces programmes européens, c'est sans aucun doute le taux de financement qui est en général très élevé. Même si sur les calls qui nous intéressent, nous, à savoir en général les calls les plus proches de la maturité commerciale, donc les fameux Innovation Action, bon, ce taux ne couvre pas 100%, mais on va pas on va pas cracher dans la soupe. Ça reste quand même des taux très élevés et sous forme de subvention, à contrario des programmes nationaux qui sont parfois sous forme d'avance remboursable, donc forcément un peu moins intéressant. On a créé récemment, donc il y a 2 ans, notre filiale énergie circulaire. Enertime étant un équipementier fabricant de technologie et énergie circulaire étant plutôt une société de services qui va proposer des financements sur les projets de technologie proposés par Enertime. Donc, très rapidement, je vais passer sur ces fameuses technologies. Pardon, ouais, ce coup-ci, ça marche ici. Donc on a 3 grandes gammes de produits. On est des spécialistes des turbomachines, donc turbines, compresseurs, et ces turbomachines, on les implémente dans des systèmes dédiés à l'efficacité énergétique industrielle. Au premier ordre, les machines à cycle organique de Rankine qui, en gros, très rapidement, vont permettre de valoriser de la chaleur à haute température. Donc là, on parle de 400-500 degrés, enfin entre 300 et 1000 degrés, on va dire, dans des fumées de procédés industriels, et qui va permettre de transformer cette chaleur en électricité, et le cas échéant, en chaleur à plus basse température en cogénération. Et les secteurs industriels qu'on adresse là-dessus, c'est tous les grands secteurs énergie intensive, donc la métallurgie, le ciment, le verre, les turbines à gaz, et c'est une technologie qui est aussi applicable en géothermie, en particulier, et également en biomasse, même si on n'est pas des spécialistes de la biomasse. On a une deuxième gamme de produits qui sont les pompes à chaleur haute température. Alors, on n'a pas l'outrecuidance de se croire capable de se battre contre les grands noms de la pompe à chaleur du marché. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de viser des plutôt très hautes températures pour la gamme des pompes à chaleur, c'est-à-dire supérieures à 100 degrés. La pompe à chaleur, c'est un système qui va consommer un peu d'électricité et de la chaleur à relativement basse température. Donc là, on parle de température soit en froid positif, soit des effluents tièdes dont on ne sait pas quoi faire. Typiquement ce qui part au tour aéro. Et on va la transformer en une chaleur à plus haute température, et donc ce que je vous disais, nous, typiquement supérieur à 90 degrés. Les secteurs industriels qu'on vise avec ces technologies-là sont plutôt l'agro-industrie, la chimie, le papier et la céramique. La distillerie qui peut être un peu rattachée à la chimie, à la grosse. Et on a pareil un troisième produit qui sont les turbines de détente de gaz naturel. Donc j'ai pas dédié de slide à ça, mais c'est simplement pour présenter le panel d'activités. Alors, pour revenir sur le sujet de nos participations programme de financement des projets collaboratifs européens. Donc on a une histoire un peu chaotique avec ces programmes-là, pour probablement 2 raisons. C'est d'une part les technologies de niche qu'on développe, qui sont difficilement raccrochables à un peu tous les calls qui peuvent passer.
Et deuxièmement, pour aussi se regarder un peu dans le miroir, le fait qu'on ne s'est jamais vraiment structuré pour ça. Donc, depuis la création d'Enertime en 2008, il y a eu 2 grandes phases d'intérêt de la société pour ce type de programme. En gros, une qui s'est déroulée entre 2012 et 2016, donc quelques temps après la création de la société, où là, on a déposé au moins une dizaine de dossiers. Alors moi, j'étais pas là à cette époque-là, donc je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit, avec un taux de succès relativement faible finalement, puisqu'on a eu 2 projets, enfin on a été sélectionné sur 2 projets à ce moment-là, un HP7 et un dont je me souviens plus du programme, un en tant que partenaire, un en tant que coordinateur. Mais ces calls-là étaient une manière de rattacher nos technologies à d'autres sujets, en particulier l'utilisation des ERC dans le cadre de production d'énergie renouvelable avec des centrales solaires thermodynamiques et pas focus sur l'ERC per se. Et ensuite, il y a eu un vrai trou d'air parce que finalement, je pense qu'il y a eu pas mal de frustration compte tenu de l'énergie dépensée sur ces appels à projets et du temps que ça a consommé sur des équipes qui sont quand même relativement réduites, comme vous pouvez le constater. Donc il y a eu une sorte de désintérêt de ces calls, et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une première génération de projets à sortir chez Enertime, donc finalement une réallocation des ressources sur le cœur de métier, plutôt que ces éléments qui nous apparaissaient à l'époque comme très consommateurs et assez peu rémunérateurs compte tenu de l'investissement. Puis ensuite, il y a une deuxième phase qui a débuté en 2020, finalement au moment où je suis arrivé, puisque c'est une des choses pour lesquelles j'avais été recruté. Et entre 2020 et 2022, on a soumis 3 projets, dont une resoumission, et on a été sélectionné sur 2 projets. Encore une fois, un comme partenaire, un comme coordinateur. Le fait qu'on ait recruté des gens spécifiquement pour ça, montrait, je pense, une évolution dans la réflexion, dans le positionnement par rapport à ces appels à projets. Et pour reprendre un des conseils que Artélis a évoqué, c'est effectivement le se structurer pour et de consentir et de comprendre l'investissement nécessaire. Par ailleurs, même si on n'a pas été soutenu par de l'argent public pour ça, on s'est doté sur enfin, sauf sur le projet dans lequel on est seul partenaire, mais sur les projets dans lesquels on envisageait d'être coordinateur, on s'est doté de compétences de consultants externes qui, encore une fois, pour paraphraser M. Cordia et M. Testarvaillant, nous, en interne, on n'a pas la capacité ni l'expérience d'être reviewer, donc on ne sait pas exactement ce qui est attendu. Et finalement, les conseils de M. Testarvaillant juste avant nous ont été un peu promulgués au fil de l'eau par ces consultants qui sont des experts des réponses à appel d'offres sur les programmes cadres européens. Pour finir sur les fois où on a perdu, où on n'a pas été sélectionné, donc qui était plutôt dans le passé, finalement, mon analyse, c'est que ces participations à des consortiums qui n'ont pas été retenus ont créé des liens avec des instituts publics, et en particulier le CEA, mais pas que. On est aujourd'hui avec l'Université de Munich, le SINTEF et tous ces grands instituts très habitués de ces programmes-là, qui ont été créés à cette époque-là, qui aujourd'hui nous ont permis de remporter les appels d'offres sur lesquels on a été sélectionné récemment. Alors, un petit focus très rapide sur les 2 projets en question. Donc, ce sont 2 projets Innovation Action qui visent l'implantation de démonstrateurs à l'échelle 1 de nos technologies sur des sites industriels. Un projet sur les pompes à chaleur haute température, où on va mettre une pompe à chaleur de 3 MW sur une papeterie en Italie. Et le projet sur les ERC, pour lequel on est coordinateur, où l'objectif est de mettre un ERC de 2 MW dans une aciérie en République tchèque, qui sont des opportunités un peu inédites dans l'histoire de la vie d'Enertime, soit dit en passant. D'ailleurs, focus sur le projet sur lequel on est coordinateur. Donc on est coordinateur d'un consortium de 16 partenaires sur 10 pays. C'est un grant assez élevé qu'on a franchement jamais vu encore une fois dans l'histoire, dans notre petite histoire à l'échelle de notre petite société. C'est une opportunité énorme pour nous puisque ça va nous permettre de caler des roadmaps R&D sur plusieurs années, ce qu'on avait difficilement été en capacité de faire avant. Ça va être une opportunité de se structurer pour être de plus en plus impliqué sur ces programmes cadres et continuer sur cette première, enfin sur cette voie
qu'on a ouverte grâce à ces 2 appels à projets remportés. En revanche, c'est également un risque à notre échelle puisque, encore une fois, ce sont des taux de financement certes très élevés, mais qui ne couvrent pas l'intégralité. Et dans le cadre de ces 2 projets, pour vous expliciter un peu le type de problématique qu'on peut rencontrer, c'est que 70 de notre budget sur ces projets est dédié à l'achat d'équipements. Et donc à couvrir la marge de nos fournisseurs et surtout pas la nôtre. Bref, donc c'est tout ça pour dire que ça reste quand même des choses qui, potentiellement, pour une petite société comme la nôtre, peuvent devenir dangereuses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien apprécier le bénéfice par rapport au risque quand on s'embarque dans ce type de projet, et en particulier, tout l'aspect, impact de la charge administrative sur la structuration en ressources des PM. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 étapes, clés dans la vie de la société où on a été probablement un peu frustré parce que pas très successful et puis ensuite, ravi finalement de la manière dont ça tourne aujourd'hui? C'est qu'entre-temps, eh bien, il y a eu une structuration qui certes a été assez lente, sur la capacité en interne, d'avoir des ressources dédiées, bah, comme disait monsieur Testarvaillant, quasiment à temps plein, hein, et enfin comme disait, Cornagia, c'est pas du temps, enfin c'est pas du carton sur la pause déj, quoi. C'est vraiment, faut des ressources à temps plein dédiées uniquement à ça, depuis l'identification des appels d'offres jusqu'à la constitution du consortium et ensuite jusqu'à la réponse. Mais par ailleurs, comme je disais, nous on bosse sur des technologies de niche. Alors ça fait un peu pédant de dire ça parce qu'en fait, quand on a le nez dans le guidon, on est tous sur des technologies de niche. Mais de fait, aujourd'hui, on a répondu sur des appels à projets ORC et pompe à chaleur, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et ça, c'est probablement du fait qu'on s'est mis dans des groupes de travail et qu'on s'est mis dans des associations d'équipementiers qui ont une voix au niveau de la Commission européenne et qui nous ont permis de faire en sorte que ces calls voient le jour. Et pour ça, je reprends aussi un peu, hein, ce qui a été dit avant, c'est le travail très en amont des projets avec les pôles de contact nationaux, pardon, les points de contact nationaux, pour justement travailler les textes en amont des work programmes pour que finalement des calls adaptés à vos technologies puissent voir le jour. Et deuxième élément de clé sur ce succès, enfin, en tout cas sur le succès du projet ORC, c'est même chose que ce que disait monsieur Testarvaillant juste avant. On a eu un premier call sur les ERC qui finalement a été ouvert un peu in extremis à une autre technologie, pas tout à fait concurrente des ERC, mais en tout cas concurrente des ERC sur ce call en particulier. Il se trouve que le consortium qui a gagné était le consortium qui a remis une offre sur cette technologie-là, ce qui montre bien l'intérêt d'avoir une voix qui porte au niveau de la commission et d'avoir une bonne relation avec les gens qui portent la voix des partenaires français au niveau de la commission, enfin français ou autres, hein, d'ailleurs. Donc certes, ça nous a un peu frustrés, mais on a quand même senti dans l'appréciation, dans l'ISR des reviewers, que notre proposition avait plu. Et à ce moment-là, on a pris contact avec le PCN, certes de manière un peu directe, pour expliquer comment on fait maintenant, compte tenu de la notation qu'on a obtenue et compte tenu de l'intérêt qu'on a senti pour notre propale, même si elle n'a pas été sélectionnée en première instance, eh bien, pour réutiliser tout ce travail-là et surtout pas l'avoir perdu parce que sincèrement, pour une société comme la nôtre, c'est très, très, très dur. Et je pense qu'il y a eu un vrai travail que moi, j'ai pas pu voir que nous, on n'a pas pu voir à notre échelle parce qu'on n'est pas vraiment dans les arcanes, mais je pense qu'il y a eu un vrai boulot du PCN et des différents PCN, des partenaires de notre consortium pour faire en sorte que finalement ce call soit ouvert à nouveau et cette fois-ci restreint uniquement aux ERC et en plus avec une adaptation du texte vraiment très marginale mais qui nous a vraiment incité à redéposer et à continuer ce travail et finalement à remettre toutes ces ressources sur la table parce que redéposer une propale, c'est pas faire copier-coller. Alors en plus là on est passé du programme H20 au programme Horizon Europe, donc il y avait un changement de template, etc. Mais c'est pas juste on prend l'ancien et on le remet. C'est comme disait monsieur Testarvaillant, on prend l'ancien, on ajuste par rapport aux commentaires du reviewer, on se réimplique fortement dans l'amélioration de sa proposition, et ensuite on redépose.
Et encore une fois, tout ça, ça a un coût. Néanmoins, compte tenu du soutien qu'on a perçu et de la manière dont on sentait les choses, on a redéposé. Effectivement, cette fois-ci, on a été sélectionné. Donc, ça nécessite quand même un peu de résilience et puis finalement d'accepter de mettre ses ressources sur la table, quoi. Donc finalement, si je devais résumer, c'est effectivement travailler très en amont avec des groupes de travail, avec les PSCN, avec des groupes d'influence au niveau de la commission, parce que tout seul en tant que PME, ben, on est totalement inaudible, et attendre la bonne opportunité. Aujourd'hui, je suis dans une position où je pourrais constituer une équipe pour me raccrocher à des calls, mais quand on n'a pas d'équipe constituée, c'est trop dur, c'est trop dur. Surtout quand on a des technologies qui s'intègrent difficilement. Excusez-moi. Surtout quand on a une technologie qui s'intègre difficilement dans dans d'autres types de programmes. Essayer d'évaluer le plus précisément possible le risque par rapport à l'effort consenti pour remettre ce type d'offre. Ça a déjà été dit, mais c'est vraiment très important parce que c'est hyper chronophage et hyper consommateur d'énergie. Si on peut, et nous, le succès qu'on a rencontré va nous permettre de le faire maintenant, mais si on peut constituer une équipe dédiée pour en fait, être à l'affût des opportunités, se les créer et se doter des compétences qu'on n'a pas en interne, en mettant un petit ticket sur la table. Sur le coup, nous, voilà, c'était des tickets 10, 15, 20 000 euros. Pour une PME comme la nôtre, ça paraît totalement insurmontable à l'instant T, mais finalement, on voit aujourd'hui le bénéfice. Et comme ça a déjà été dit, créer des relations avec des acteurs forts. Alors, en tant que PME française, c'est sûr qu'on préfère si ces grands acteurs sont des acteurs français. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu le bonheur de pouvoir travailler avec EDF, mais en tout cas, on est très, très en lien avec le CEA notamment, qui nous a pas mal aidé hein, sur l'appréciation. Et puis, par ailleurs, d'autres instituts européens, comme ce que je disais, Sintef, Munich, Athènes, qui sont des gens très habitués à remettre ces calls et qui donc ont des analyses très fines de la manière dont sont tournés les textes. Ce que disait M. Testarvaillant en premier point, c'est vachement important. Chaque mot est important et si on coche pas 100% des cases, après c'est difficile de pouvoir se battre. Et j'en ai terminé, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Non, Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Huguet, pour votre témoignage. Je pense qu'on a le temps, mais je vais un peu prendre une question du public et après, j'ai une question à poser à Monsieur Huguet. C'est là, Benjamin. Oui. Alors, je crois qu'on avait visé 11h15 pour la fin du webinaire, donc on va essayer de ne pas trop dépasser. Exactement. Moi, j'ai juste une précision parce que je pense à ça par rapport à la présentation. Donc, il y a le travail du PCL et du GTL qui ne sont pas forcément à confondre, mais ça, bon, si vous revenez vers nous, on peut vous orienter. Mais le PCL, on est là pour vraiment vous accompagner, etc. L'organe, vraiment l'instance de négociation des textes et des drafts, ça va se faire au sein du GTN, qui est le groupe national thématique. Et c'est pas nous, c'est ma collègue Annabelle Rondeau qui le pilote. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir faire entendre votre voix. Voilà, donc c'était juste Pardon un peu pour la confusion. préciser. Non, c'est pas, il n'y a pas de souci. Trop novice. Pas de souci, mais c'est simplement voilà, pour remettre ça un peu en perspective. Mais nous, on vous réoriente quand on a des questions à ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Au niveau des questions, simplement Carole Miranda qui s'interroge en fait parce que pour elle, avoir justement une technologie de niche, c'est un atout en fait pour entrer dans tes partenariats. Et elle se demandait pourquoi pour vous c'était plutôt un frein en fait. Alors, c'est pas un frein pour rentrer dans des partenariats intéressants et dans des consortiums parce que effectivement, c'est peut-être plus facile de voir votre valeur ajoutée quand vous proposez une brique ou une techno de niche. En revanche, c'est plus rare. Parce que du coup, vu que c'est de la niche, il y a beaucoup moins de calls enfin, il y a beaucoup moins en fréquence d'événements qui s'y intéressent. Sans absolument aucun jugement de valeur, mais quand on fait du logiciel, c'est plutôt plus simple de se brancher sur des thématiques quand même assez variées. Moi, si vous me posez un call, alors même si on l'a fait dans le passé, c'est un mauvais exemple, mais si vous me posez un call sur la marine ou sur l'aviation, je peux pas me raccrocher avec un ERC, c'est pas possible, ou avec une pompe à chaleur. Et encore moins si on parle de domotique. Alors, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur derrière, mais simplement quand vous faites de la niche industrielle, du coup, en fréquence, vous avez moins d'opportunités. C'est plutôt plus simple d'être légitime. Effectivement, je suis d'accord avec vous.
Mais voilà, en termes de nombre d'opportunités par an, c'est beaucoup plus restreint. Et donc, ça limite aussi le nombre de consortiums dans lesquels on peut s'impliquer et donc nos chances de succès, entre guillemets. D'où l'intérêt d'avoir été présent dans le GTL, comme vous disiez, pour pouvoir aussi faire entendre votre technologie pour qu'elle puisse apparaître dans certains calls éventuellement plus tard. Exactement, exactement. Et en plus d'être arrivé à s'intégrer dans une dynamique où on n'est pas tout seul finalement, parce que en fait, quand on regarde, on a beau avoir une techno de niche, en général, s'il y a un marché, il y a plusieurs fournisseurs, d'être épaulé par d'autres, alors qui sont vos concurrents, mais qui à un moment donné œuvrent pour faire en sorte que votre technologie puisse avoir un coup de projecteur. Bah après, vous battez à la loyale contre vos concurrents, mais au moins vous avez l'opportunité, vous avez un terrain de jeu, quoi. Merci. Je pense que c'était la seule question qu'on avait. D'accord. Ok, moi j'avais une question sur la gestion de la propriété intellectuelle dans un contexte d'un consortium européen, parce que il faut l'avouer que c'est un point de blocage souvent pour les PME. Et donc je me demandais comment Enertime gère cette problématique, parce que parfois dans un consortium on est amené à travailler avec des concurrents directs ou des grands groupes. Donc les PME parfois ont peur de se faire dépouiller de leur propriété intellectuelle. Donc, comment vous avez géré ça quel est votre retour d'expérience par rapport à la gestion de la propriété intellectuelle? Alors, pardon, en fait, c'est moi qui passe encore les slides là ou... Ouais, Non, alors, comment on a fait? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de bosser dans le transfert d'IP préalablement, donc j'ai à peu près les clés, des réflexes des organismes avec lesquels on travaille. Il y a évidemment alors, quand on bosse avec des concurrents directs, en fait, c'est plus simple parce qu'en fait, on parle le même langage. Quand on bosse avec des laboratoires ou des universités, c'est un petit peu plus compliqué parce que eux, leur fonds de commerce, c'est développer de la techno sur lequel ils vont faire des licences. Nous, notre fonds de commerce, c'est surtout pas partager nos technos, de surtout pas faire de licences et de vendre nos technos. Et du coup, là, on se retrouve vraiment dans une opposition d'objectifs quasiment à 180 degrés, quoi. On a quelqu'un qui veut être partie prenante de toutes les technos qui seront développées pour ensuite pouvoir vous faire payer l'utilisation, et vous qui souhaitez absolument cloisonner. Et donc la manière dont on a fonctionné, c'est que on a créé un work package dédié à notre techno de cœur dans le cadre du projet, et on a créé un work package dédié. C'est ce que je vous disais en introduction de la présentation. En fait, nous, on est spécialisé turbo machines qu'on intègre dans des systèmes complets. Donc, on a créé un work package dédié aux turbo machines, dans lequel il y a d'autres partenaires qui participent, et en particulier d'autres PME qui sont fournisseurs de composants, qui peuvent devenir des fournisseurs de composants sur le long terme pour nous, mais en tout cas avec qui on va travailler dans ce cadre-là. Mais avec une gestion de l'API très centrée, très cloisonnée. Et puis finalement, pour tout le reste, comme c'est pas notre cœur de métier, on sera beaucoup plus détendu, quoi. Et c'est comme ça qu'on a un peu géré le problème. D'accord. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je pense qu'on a presque conclu notre séance. Donc, peut-être, Benjamin, on va lancer le dernier sondage pour mesurer un peu le niveau de satisfaction après ce webinaire. Donc, j'avais la toute dernière question. Hein. Voilà, toute dernière question concernant les taux de satisfaction par rapport au contenu abordé aujourd'hui. De toute façon, je le laisse ouvert et puis vous pourrez y répondre quand vous avez le temps. Je remets le lien pour ceux qui en auraient eu besoin. Donc, moi, je passe à la toute dernière slide. Naturellement, je remercie nos trois intervenants et je vous rappelle que vous trouverez l'enregistrement sur le site Horizon Europe du MESRI. Et sur le site, vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations sur les événements à venir, notamment l'Info Day et l'événement de réseautage sous les appels à projets Clean Hydrogen 2022, qui aura lieu le 29 mars prochain. Et aussi le guide des appels à projets qui vont ouvrir dans les semaines suivantes. Et naturellement aussi, il y a pas mal de contenu sur comment préparer un dossier de Russie Horizon Europe. Et aussi, récemment, il y a une vidéo sur l'impact a été réalisée, donc est disponible sur le site Horizon Europe. Et naturellement, ici, vous trouverez le contact
l'adresse mail pour contacter les réseaux des points de contact nationaux climat, énergie qui restent à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant ces clusters d'Horizon Europe. Donc, je remercie tout le monde pour l'attention et souhaite à tout le monde une excellente journée et un excellent week-end. Au revoir. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci à tout le Merci. monde et un grand merci aux intervenants pour ces échanges qui étaient très intéressants.